Donc, il me fait un grand plaisir d'être ici et de vous présenter quelques résultats de mon projet de thèse de doctorat, donc, qui porte, comme on vient de le dire, sur la mise en œuvre et la mise à échelle du changement. Et c'est une étude qui s'est basée sur 4 initiatives innovantes en Tunisie. Et les travaux sont supervisés par les professeurs qui sont ici à l'IRSPOM et le professeur Ben Hamida qui est à l'Université de Tunis, à la faculté de médecine, et Madame Guissé qui est au bureau de l'OMS en Tunisie. Alors, brièvement, pour situer un peu la problématique de l'étude, c'est que la Tunisie, c'est un pays qui a connu plusieurs phases de restructuration de son système de santé. Et ces phases-là, elles ont toujours été accompagnées par plusieurs projets de réforme dans le secteur de la santé. Or, ce qu'on remarque souvent ici... Excuse-moi, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Oui, très bien. Oui, ce qu'on remarque le plus souvent avec les projets de réforme en fait, dans des pays avec des ressources limitées comme la Tunisie, c'est que... la plupart de ces projets sont soit inachevés. Par exemple, quand j'étais au ministère de la Santé, quand je discutais avec quelqu'un, on me parlait au moins de 800 projets qui étaient en cours, ou bien avec différents états d'avancement. Et ces projets de réforme aussi sont inachevés pour différentes raisons. C'est soit un faible encadrement opérationnel, ou bien une mobilisation insuffisante de ressources. Et la situation, elle est beaucoup plus difficile ou plus marquée quand c'est des projets qui sont financés ou appuyés par des bailleurs de fonds externes. Donc, la plupart restent en phase pilote et elles se voient confrontées à 2 contraintes majeures. C'est leur devenir, au fait, au moment de l'expansion, au moment de leur mise à échelle, également leur pérennité, donc leur devenir avec le temps. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de documenter sur quelques facteurs de succès ou d'échec qui pourraient être associés à la mise en œuvre, à la mise à échelle et puis à la pérennisation de ces projets-là. Et l'étude visait en premier lieu à analyser les conditions de mise en œuvre et puis le processus de production des effets, également de comprendre les mécanismes et les conditions de passage à l'échelle et par la suite évaluer les conditions de pérennisation, évaluer la pérennité, donc l'état actuel de ces projets-là. Et pour répondre à nos objectifs, l'étude s'est appuyée sur la théorie du changement en se basant sur les différentes étapes logiques de mise en œuvre du changement dans les organisations, dans des contextes, depuis l'initiation ici jusqu'à la pérennisation et la généralisation. Et dans le cadre de ce projet-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les étapes 4 et l'étape 5, donc l'implantation, la mise en œuvre et la pérennisation et la généralisation. Donc, nous considérons que l'introduction d'une innovation dans un contexte organisationnel, ça constitue un changement majeur, d'où on a choisi cette théorie-là et qui nous donne plusieurs perspectives en fait, d'analyse. Alors, concernant la méthodologie qu'on a utilisée, c'est une étude au cas multiples qui est basée sur une recherche qualitative. On a utilisé 3 principales sources de données, des entrevues, des données d'observation sur le terrain et de la documentation grise qui était disponible par rapport aux cas qui étaient sélectionnés. Et pour sélectionner des cas, au fait, on a d'abord étudié les différentes combinaisons possibles qui peuvent apparaître dans le cadre de cette étude. Ce qu'on peut, par exemple, dire, c'est que dans la plupart des projets de réforme pour des pays, je pense que c'est même un peu partout dans le monde, on commence par une mise en œuvre à petite échelle. Une fois que la mise en œuvre elle a connu un peu de succès, on peut décider de mettre à l'échelle et puis pérenniser les acquis dans le temps. Mais il arrive parfois qu'on pérennise d'abord à petite échelle et puis après on va mettre à une échelle plus grande. Donc, nous savions que probablement on peut avoir des projets qui sont soit mis à l'échelle et pérennisés ou des choses qui ont été mises à l'échelle pas encore pérennisées avec ou bien des choses qui n'ont jamais été pérennisées et qu'on a pu mettre à l'échelle. Et nous, devant toutes ces combinaisons-là, on a choisi justement de travailler juste 4 cas seulement et pour pouvoir les approfondir. Et le premier cas concerne en fait la stratégie mobile sur les services de planification familiale. C'est une stratégie qui a été implantée il y a 50 ans et c'était pour rapprocher les services de planification auprès des populations, surtout dans les zones les plus reculées. Et c'est des équipes et des cliniques mobiles qui se déplacent dans les centres de soins de base, là où il n'y a pas de professionnels de la santé qui fournissent ces services-là. Le deuxième cas, c'est la réforme des soins de base qui s'est traduit avec un programme de développement de circonscription sanitaire. Et là, c'est une réforme qui visait la qualité des services au niveau des soins de base.
Et puis le troisième cas, c'est une réforme de la gestion hospitalière qui visait l'efficacité de gestion au niveau des hôpitaux universitaires et la qualité de service. Et le quatrième cas, c'est le cas le plus récent. En fait, c'est un projet qui vise la chaîne d'optimisation, la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Et là, c'est un cas qui qui a apporté beaucoup d'innovations technologiques au niveau de la chaîne d'approvisionnement des vaccins en Tunisie. Donc, une fois sur le terrain, on a analysé tous ces cas-là et on les a évalués. Donc, l'état de mise en œuvre a été évalué en fonction de la fidélité de l'implantation. C'est-à-dire que si toutes les composantes qui étaient prévues, ils ont été implantées telles que c'était prévu. Également, en termes de coûts, si les ressources étaient en adéquation avec les activités qui étaient prévues et en termes des objectifs, s'ils ont été atteints. Pour la pérennité, elle a été évaluée sous une perspective organisationnelle et on l'a mesurée avec 4 dimensions selon le modèle qui était retrouvé dans la littérature. Donc, en termes de mémoire, si les activités de l'innovation sont connues et partagées, également, il y a des ressources qui sont stabilisées dans le temps. En termes d'adaptation, si l'innovation est adaptée au contexte local, également, si l'innovation répond aux règles est en accord avec les règles de fonctionnement de ces organisations ou bien répond aux objectifs également qui sont poursuivis par les organisations. Pour la mise à échelle, en fait, il y a 2 façons soit de mesurer la mise à échelle en fonction de l'expansion de la couverture ou bien en fonction de l'accroissement de l'impact. Mais nous, on a beaucoup plus travaillé sur l'expansion de la couverture, c'est-à-dire si l'innovation elle a été implantée dans différents contextes en Tunisie, donc dans les différentes régions. Et dans notre modèle, on sait qu'il y a plusieurs facteurs autour qui vont influencer ces 3 processus qui sont assez interactifs. Alors, concernant les principaux résultats qu'on a eus, concernant le premier cas, donc la stratégie mobile qui a été implantée dans les années 60, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une stratégie qui a un bon niveau de mise en œuvre, une mise à échelle totale, mais qui a été de façon régressive, et puis une pérennité moyenne. Concernant la mise en œuvre, donc toutes les composantes qui étaient prévues dans cette stratégie-là, elles ont été implantées. Et on voit beaucoup d'engagement et de volonté politique pendant cette période-là, et aussi le contexte socio-culturel qui était très favorable. Et c'est une stratégie qui a été aussi appuyée par plusieurs bailleurs de fonds dans le temps, et où il y a eu une grande disponibilité de ressources qui a permis les équipes à se déplacer dans les différentes régions. Et c'est une stratégie aussi qui s'est accompagnée par la création d'un office spécialisé pour les services de planification, donc l'Office de la famille et de la population. Et cet office-là, il a pu développer une certaine capacité institutionnelle et une capacité de mobiliser les ressources au fur et à mesure et développer des partenariats avec des ONG locaux et au niveau international, ce qui a fait qu'on observe un bon niveau de mise en œuvre et puis une mise à échelle dans toutes les régions en Tunisie. Mais avec le temps, ce qu'on remarque aussi, c'est que les services mobiles, ils ont été intégrés au fait dans les centres de soins de base. Donc là, présentement, on voit de plus en plus la dispersion des cliniques mobiles ou bien des équipes mobiles. Mais au moment de leur intégration, les activités ont pu être adaptées dans les centres, dans le contexte de soins de santé de base. Et on voit aussi que c'est des activités où il y a eu beaucoup d'engagement au fait au niveau central et puis à tous les niveaux, que ce soit au niveau central, au niveau régional également quand on visite les centres de soins de base. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas, c'est que les ressources au fait qui sont dédiées à cette stratégie-là ne sont pas intégrées au fait dans le budget de fonctionnement de ces centres de soins de base, donc ça continue à être géré par l'Office national de la planification familiale. Mais quand on pose des questions des gens qui sont dans les centres de soins de base, les activités qui restent pour l'instant pour dire que la pérennité est moyenne, c'est que on voit beaucoup de motivation et puis un esprit de collaboration parce que c'est des équipes qui travaillent ensemble depuis au moins une bonne trentaine d'années. Et puis il y a eu un lien de confiance avec les bénéficiaires aussi qui a facilité, qui garantit la pérennité de cette stratégie-là. Pour le programme national de développement de la circonscription, donc qui est la réforme de soins de base, c'est un programme qui a un niveau moyen de mise en œuvre où 2/3 de composantes qui étaient prévues ont été mises en œuvre. Et ce programme-là
elle a été favorisée par le contexte historique parce qu'elle a été implantée dans les années 80, juste après la déclaration d'Alma-Ata, où les soins de base étaient vraiment, c'était la mode. Et aussi, tout le monde est convaincu actuellement de ce programme, de sa pertinence, et puis tout le monde avait une vision claire. Mais c'est un programme qui ne s'est pas accompagné par une communication adéquate, également par l'implication des responsables, parce que c'est un programme qui a connu beaucoup de changements de responsables au niveau central. Et, mais quand même, elle a permis de créer au moins 215 circonscriptions sanitaires, donc c'est le niveau le plus périphérique du système de santé tunisien. Et donc, c'est sur tout le territoire, on a créé des circonscriptions sanitaires. Et dans chaque circonscription, en fait, sont rattachés les centres de soins de base et les hôpitaux de circonscription. Ça a été, la mise à échelle, elle a été favorisée par l'arrivée du décret présidentiel qui reconnaissait la circonscription comme une unité fonctionnelle dans les soins de base. Et quand on regarde l'état actuel, c'est un programme qui est transversal. Elle est institutionnalisée, mais il y a très peu d'activités qui découlent de ce programme qui sont claires. Donc, il faut comprendre que la circonscription, en fait, tous les programmes nationaux qui viennent du ministère, ils passent par la circonscription sanitaire. Donc, quand on regarde les activités du programme, on voit entre autres que c'est des activités qui viennent d'autres programmes, comme la vaccination et les maladies chroniques. Et aussi, au niveau de la pérennité, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a un désengagement et des motivations du personnel et la formation qui est dispensée au niveau des facultés de médecine, elle est toujours orientée sur des modèles curatifs. Donc, les gens, ils sont formés, mais quand on les amène dans la circonscription, ils ne savent pas comment prodiguer les soins de première ligne ou bien aussi les activités de première ligne ne sont pas valorisées en général. Les médecins qui sont là ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont pas eu le concours de spécialisation. Après, pour la réforme hospitalière, en fait, c'est un cas plus ou moins similaire du cas que je viens de vous présenter, avec un niveau moyen de mise en œuvre, mais malgré cela qu'on a pu mettre à l'échelle nationale. Et avec le temps, on voit qu'il y a une certaine pérennité qui est très faible. Là, c'est une réforme, en fait, qui a eu beaucoup de ressources parce qu'elle a été appuyée par la Banque mondiale. C'était un prêt de la Banque mondiale avec des dizaines de millions de dollars. Mais c'est une réforme qui visait principalement l'infrastructure. Et on voit aussi des facteurs qui ont été positifs dans cette réforme-là, c'est l'appui technique au niveau central. C'est une équipe nationale avec beaucoup d'expertise technique et la disponibilité de ressources, comme je viens de le dire. Et là aussi, encore une fois, on voit la mise en œuvre. Elle a été favorisée par un décret qui reconnaissait les hôpitaux universitaires pour l'autonomie de gestion. Mais quand on regarde la pérennité, c'est que c'est une réforme aussi qui a eu beaucoup de résistance au fait des acteurs parce qu'on voulait que les hôpitaux deviennent autonomes et aussi il devait y avoir un partage de coûts au niveau des dépenses des hôpitaux. Là où ça a pu marcher, c'est la motivation et la volonté de collaboration parce que la particularité en Tunisie, c'est que les hôpitaux universitaires sont gérés par des administrateurs. Donc, il y a eu des conflits entre les administrateurs et les médecins donc, qui faisaient partie des conseils médicaux. Et le dernier cas, c'est le projet Optimize qui a été initié par la Fondation Bill Gates en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Là, c'est un projet un peu particulier parce que c'est le seul projet qui a été conçu à l'externe, donc proposé sur le terrain par un bailleur externe. Et là, on voit quelques ressources. En fait, au moment de la conception du projet, on voulait d'abord l'expérimenter, mais on n'avait pas prévu de ressources pour la mise à échelle. Donc, il y avait 3 composantes dans ce projet-là, et puis seulement une composante a pu réussir à l'échelle locale, et elle a été mise à l'échelle totale sur tout le territoire tunisien. Et donc, c'est le système de gestion informatisé de gestion de stock des vaccins. Et ce système-là, il arrive jusqu'au niveau régional, mais ce n'est pas un système qui est installé pour l'instant dans les centres de soins de base. Donc,
D'autres facteurs qu'on a pu identifier dans le cadre de ce projet-là, c'est que on n'a pas su promouvoir cette innovation-là. Et puis, il y a eu une faible collaboration entre le ministère et l'OMS. Et aussi, il y avait une certaine résistance au changement parce qu'il proposait des choses qui n'étaient pas, où le système n'était pas prêt à accueillir pour l'instant. Mais quand même, elle a permis de renforcer les capacités du personnel au niveau des centres de soins de base. Mais sa pérennité, elle est encore plus faible parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va devenir dans les prochains jours. Parce que, par exemple, le système de gestion informatisée, quand il y a des nouveaux vaccins, il faut qu'elle soit mise à jour, il faut qu'il y ait de la maintenance. Et pour l'instant, c'est toujours l'appui de l'OMS. Donc, après avoir identifié tous ces facteurs-là, on est allé voir s'il y aurait d'autres facteurs qui seraient liés aux caractéristiques de l'innovation. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces innovations-là sont quand même des innovations pertinentes parce qu'elles visent au moins une des dimensions de la performance du système de santé. Par exemple, ici, la stratégie mobile visait l'équité d'accès pour approcher les services. Également, la réforme de soins de base visait la qualité des soins de base. Et là, pour la grande réforme ou le projet Optimize, c'était plus au niveau de l'efficience. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est des interventions qui sont relativement simples, sauf probablement pour la réforme hospitalière, parce qu'il proposait des textes juridiques qui étaient quand même assez intenses par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais aussi, c'est des initiatives qui sont relativement adaptées au contexte, sauf ici pour le projet Optimize, où il y avait une composante sur l'énergie solaire, en fait, avec les panneaux et les voitures électriques, donc qui n'étaient pas adaptés au contexte tunisien pour l'instant. Donc, mais ce qu'on voit, la grande différence, c'est la façon dont l'initiative a été promue ou communiquée auprès des différentes parties prenantes. Et ce qui a permis d'avoir une certaine crédibilité et d'autres qui n'ont pas été crédibilisés par rapport à d'autres initiatives. Aussi, ce qu'on a pu voir, c'est le facteur temps qui a influencé beaucoup la mise en œuvre et la mise à échelle de ces différentes initiatives. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Tunisie, c'est un pays qui a eu deux principaux régimes politiques. En fait, il y a le régime Bourguiba qui s'est terminé en 1987 et puis le régime Ben Ali qui est parti juste après la Révolution. Donc, le contexte politique n'est pas pareil, l'engagement et la volonté politique aussi, elle est différente. Mais les défis auxquels les différents projets, quand on a essayé de reconstituer leur historique, c'est leur adaptabilité en fait, à l'évolution du contexte. Par exemple, la stratégie mobile, c'est une stratégie qui a connu plusieurs phases et s'est fixé plusieurs objectifs. Et au moment de l'intégration des services mobiles dans les centres fixes, quand ils ont vu que les équipes mobiles et les cliniques mobiles commençaient à disparaître, et également il y avait le retrait des bailleurs de fonds à cause qu'on avait atteint les indicateurs socio-démographiques et également en matière de planification familiale, eux, ils ont choisi de réorienter leurs activités en fonction du contexte actuel. Par exemple, là, on voit des nouvelles activités comme le dépistage des cancers ou bien des activités qui visent les jeunes, les comportements à risque et ce genre de choses. Alors que pour le programme national donc, qui visait les soins de base, et c'est un programme on a réfléchi là-dessus dans les années 80 et le décret présidentiel qui reconnaissait la circonscription est venu 20 ans après. Et après aussi, ce qu'on remarque, c'est que l'introduction de la médecine de famille au niveau des facultés de médecine, on commence à y réfléchir maintenant, donc c'est encore 20 ans après, donc c'est une réforme qui n'a pas su être adaptée avec l'évolution ou bien où on n'a pas fait les choses probablement dans l'ordre. Pour la grande réforme aussi, c'est une réforme comme elle visait la gestion. On a mis en place un système de gestion informatisé et donc il y a eu la création d'un centre informatique, mais en même temps la création de la CNAM ou de l'assurance maladie. C'est une réforme qui visait le partage de coûts entre les patients et les hôpitaux. Mais elle a été introduite en 92 et la création de la CNAM, elle est venue quelques années après.
Et là, ce qu'on remarque, c'est que les hôpitaux universitaires, ils n'ont toujours pas d'autonomie de gestion qui a été visée. Ils sont en déficit budgétaire. Et quand on regarde ici pour le projet Optimize aussi, c'est un projet qui était en cours d'expérimentation où il n'y avait pas beaucoup de fonds pour la mise à échelle. Et là, pour les composantes qui n'ont pas marché, on a essayé pour les panneaux solaires et les voitures électriques à reconvertir ça et puis de pouvoir les utiliser. Et puis, c'est une réforme qui essaie de survivre en fait, dans le contexte actuel avec l'appui de l'OMS, surtout au niveau du système de gestion informatisé. Alors, les principales conclusions de cette étude-là, c'est qu'on a pu identifier plusieurs facteurs à différents niveaux d'influence. La plupart de ces facteurs-là, ils sont déjà documentés dans la littérature. Mais ce qu'on a pu voir, c'est quand même que la mise en œuvre et la mise à échelle, ils ont des facteurs communs, surtout des facteurs structurels, organisationnels et des caractéristiques de l'innovation. Et ce qu'on voit aussi, ce que la littérature a porté peu, c'est au niveau des facteurs individuels, donc les attitudes et les comportements des utilisateurs de l'innovation dans la pérennité. Souvent, pour la pérennité, on tient compte d'autres choses, mais on oublie souvent les utilisateurs des innovations. Et aussi, c'est le facteur temps, l'importance du contexte d'implantation, mais aussi la capacité de s'adapter avec l'évolution du contexte. Et donc, l'étude se veut proposer un cadre intégrateur qui reprend les trois processus avec les différents facteurs, qui permet d'avoir une vision globale pour faciliter ou bien rendre plus efficaces les interventions en matière de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour toute question ou éclaircissement.